on a la chance d'avoir trois invités qui ont des parcours très très différents et des perspectives différentes, ce qui va nourrir, j'espère, beaucoup le débat. Vous avez accès au chat et vous avez accès à la possibilité de poser des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Plus ce sera interactif, mieux ce sera et on se débrouillera avec Sarah pour relayer vos questions. Donc nos trois invités, on a Élodie Chabrol, qui est docteur en neurosciences, qui est spécialiste de communication scientifique et qui est la fondatrice d'un festival qui s'appelle Pint of Science, qui réunit dans des bars des chercheurs et des chercheuses qui parlent de leurs travaux. Alors cette année, ils se sont réunis surtout sur Internet, mais c'était super quand même. On a la professeure Isabelle Collet qui dirige l'équipe genre, rapport intersectionnel et relations éducatives à l'Université de Genève. Isabelle, elle est informaticienne scientifique de formation. Elle a publié en 2019 Les oubliés du numérique et elle fait partie du CA de la Fondation Femmes et Numérique. Et enfin, on a Fatima Bekti, qui est directrice d'un programme de transformation globale chez Nokia. Elle est ingénieure et docteur. Elle a exercé des responsabilités dans une variété de domaines, la production, la recherche, les services, toujours dans un contexte multiculturel et international. Et elle est secrétaire générale adjointe de Femmes Ingénieures. Donc on les remercie beaucoup d'être là. Elles sont toutes les trois à leur niveau très engagées sur ces questions et j'espère vraiment que leur perspective pourra vous éclairer sur ce sujet. Et donc la première question, mesdames, à laquelle je voudrais que vous répondiez successivement dans l'ordre qui vous va, c'est à votre avis, en quoi votre carrière a-t-elle pu différer de celle de vos camarades de promotion masculins, puisque vous avez toutes les trois été... vous avez toutes les trois un doctorat d'ailleurs. Donc voilà, en quoi par rapport à vos camarades de promo de DEA ou de doctorat ou d'école d'ingé, ça a été différent. Fatima, peut-être pour commencer? Bah écoute, oui, bonjour à toutes et à tous. Alors ma carrière, je dirais qu'une carrière, bon, c'est pas linéaire, hein, donc se comparer, même entre deux femmes, une carrière peut être complètement différente. Donc de là à l'ingenrer, je dirais qu'il faut faire très attention parce que ça va dépendre de ses parcours, de ses personnalités, de ses envies. Donc je dirais que pour ma part, et je le partage assez régulièrement, j'ai eu des étapes dans ma vie. J'ai 3 enfants, donc j'ai eu une étape où je me suis focalisée un peu plus sur mes enfants que sur le réseau. J'ai 3 enfants, donc ça a peut-être joué sur quoi, en tout cas, pas sur mon salaire ni sur ma progression dans l'entreprise, mais ça a peut-être joué sur ma vision un peu du monde industriel. Je ne faisais pas de réseau. Et j'ai appris assez tard, en fait, une fois qu'ils étaient un petit peu plus grands, de l'importance de se retrouver, de l'importance de la sororité. Voilà. Donc, la différence, c'est peut-être que je me suis focalisée à un moment donné, voilà, sur mon début de carrière, sur la famille et ensuite sur l'investissement dans les associations, dans les réseaux. Merci. Isabelle, peut-être vous prenez la suite? Bon, alors moi, c'est assez clair comment ça a influencé. Parce qu'au début, j'étais partie pour être informaticienne. Je suis allée à la licence d'informatique. Et à la fin de la licence d'informatique, je me suis dit que j'étais au maximum de mes capacités, que probablement je ne pouvais pas aller plus loin. J'avais le sentiment de ne pas avoir fini mes études, mais en informatique, j'avais l'impression d'être à fond. Et personne ne m'a dit le contraire. On m'a ni encouragé, ni découragé. J'ai dit ça et on a dit OK, en quelque sorte, autour de moi. J'étais 4e de ma promotion. Après coup, et en fait, au moment où j'ai changé de carrière et où je me suis inscrite en sciences de l'éducation, c'est là où j'ai refait un dossier pour entrer à l'université avec des équivalences. J'ai dû ressortir mes notes, et en particulier mes notes de licence. Et puis là, j'ai un ami qui regarde mes bulletins de notes et qui me dit « Mais bah, tu étais bonne en informatique, en fait. » Et là, je regarde mes notes et je me dis « Ah bah en fait, ouais, j'étais bonne en informatique. » Je ne me vivais pas du tout comme ça. Je me vivais comme au mieux de mes capacités. Bon, ça, c'est vraiment un sentiment de fille, en quelque sorte, que j'ai compris par la suite quand je me suis donc reconvertie en sciences de l'éducation et en études genre.
Et à aucun moment de mon parcours d'informaticienne, j'aurais imaginé que quelque chose lié à mon sexe avait joué dans mes décisions. Ensuite, si je me suis reconvertie dans les sciences de l'éducation et que je suis devenue une sociologue très heureuse, et non pas une informaticienne très heureuse, c'est parce qu'au moment où j'ai cherché du travail alors que j'étais une jeune femme mariée sans enfant. Et ça, très clairement, ça a joué. C'est-à-dire qu'en tant que jeune femme mariée sans enfant, j'étais super comme vacataire. J'étais top en CDD. Mais alors en CDI, pas du tout. On ne m'imaginait pas du tout en CDI. Et je voyais des collègues être embauchés en CDI et jamais moi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes sur le fait que l'égalité n'était pas tout à fait acquise. Alors ensuite, dans ma deuxième partie de carrière, hein, quand je suis devenue docteur en sciences de l'éducation, je me suis mise à chercher un poste. Et c'est là que ça devient effectivement très difficile de comparer parce que je cherchais sur des questions de genre en éducation. Alors en fait, j'avais deux défauts. D'une part, j'étais une femme, d'autre part, je travaillais sur les questions de genre. Discipline marginale, en tout cas très marginale à l'époque où je cherchais. Des postes qui me correspondaient, j'en trouvais pas vraiment. Passablement difficile de dire si j'arrivais pas à me stabiliser à l'université parce que j'étais une femme ou parce que j'avais le mauvais goût de chercher sur les questions de genre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai des collègues hommes sur les questions de genre qui sont certes de grande valeur, mais c'est pas ça le sujet, qui eux ont trouvé un poste extrêmement rapidement. Visiblement, quand on est unique en son genre en tant qu'homme, c'est plus facile et on est mieux remarqué que quand on est unique en son genre en tant que femme. Et puis, alors maintenant que je suis à l'université de Genève, alors tout va bien, j'ai un chouette poste, je suis une sociologue heureuse, comme je disais, etc. Là encore, il a fallu, ça n'a pas été si simple de faire admettre que l'enseignement que je donne mérite une chaire professorale, parce que en Suisse, tout est là, enfin, c'est très important d'avoir une chaire professorale pour installer son champ. Finalement, je l'ai obtenu au bout de 10 ans. Alors certains me disent c'est absolument formidable, pour le genre, on n'a jamais vu ça. Bon, là encore, qu'est-ce qui a joué? Mon choix des études genre, le fait d'être une femme, extrêmement compliqué. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu un poste stable à partir du moment où ma fille a été adolescente. Donc en tout cas, il y a peu de chances que j'ai besoin de me réveiller la nuit pour changer ses couches. Élodie, tu prends la suite? Ouais, alors moi, c'est dur de comparer par rapport à mes collègues de promo. Parce que en fait, déjà, on est tous partis faire des thèses un peu partout. Il y en a beaucoup qui étaient médecins aussi. Il y en avait à peu près la moitié qui étaient médecins. Et du coup, rien que pour ça, ils sont la plupart repartis en hôpitaux. C'est des carrières vraiment différentes, donc on ne peut pas trop. Par contre, donc j'ai fait une thèse, j'ai fait un premier postdoc à Londres et je suis partie faire un deuxième postdoc à Londres. Et là, je peux comparer par contre par rapport à mes camarades de postdoc. Et clairement, en fait, si je regarde dans mon labo, c'était un très très gros labo, on était beaucoup de postdocs. Il n'y a aucune fille qui a eu un fellowship et qui maintenant est chef d'équipe, parce qu'en Angleterre, c'est comme ça que ça se passe. On passe pas forcément de concours du CNRS ou ce genre de concours. On a en gros un fellowship et on passe chef d'équipe. Aucune des filles avec qui j'étais en postdoc n'a eu ça. La plupart sont parties, certaines les 3/4 d'ailleurs, ou même 90% se sont reconverties en autre chose. Par contre, 3 des postdocs avec qui je travaillais, qui sont arrivés après moi au labo, donc avec moins d'ancienneté, sont maintenant des chefs d'équipe. Donc un en Autriche et les 2 autres en Angleterre. Et la vraie différence, je l'ai senti, c'était vraiment le manque de soutien des chefs, qui clairement poussaient en avant, peut-être probablement sans s'en rendre compte d'ailleurs, hein, mais poussaient en avant les hommes, alors que nous, les femmes, on restait plutôt sur le côté, quoi. Je veux bien que tu élabores un petit peu là-dessus, et puis certainement Isabelle et Fatima rebondiront, mais notamment parce que toi, tu parles d'une expérience en laboratoire et un peu naïvement sans doute quand on a discuté, je me disais, quand même, on est sur fabriquer de la science, faire de la recherche, faire la meilleure science possible et c'est pas exclusivement l'expérience que tu as, donc je veux bien que tu élabores un peu sur ton expérience.
Alors déjà, moi, mon expérience, c'est que en euros, on part, en euros ou en bio d'une façon générale, on part quand même très très nombreuses, les filles. Donc c'est vrai que c'est pas une discipline où on va dire ah, les filles sont rares en labo. En thèse, on était beaucoup plus nombreuses, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui faisaient des thèses. Donc c'est pas clairement un manque de femmes en labo, hein. Et en postdoc, on était très nombreuses, on devait être à peu près 50% de femmes. Donc il y avait du monde. C'est juste que en termes de sciences, on pouvait être très bonne. Il y avait une de mes collègues qui était fantastique. C'était la plus grosse expérimentatrice du labo, c'est-à-dire que c'était une vraie machine. Tout le monde était d'accord avec ça. Mais c'est vrai que par exemple, le chef avait dit oui, mais elle n'est pas assez vocale, elle n'est pas assez agressive, donc elle n'aura jamais de carrière. Et partant de là, en fait, du coup, il ne la soutenait pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par soutenir? C'est tout bête, c'est les petits plus qui vont faire la différence. C'est par exemple quand il y a des batailles sur l'ordre des auteurs sur un article, où du coup on a besoin, alors en neurosciences, on a besoin d'être premier ou dernier, hein, pour dire qu'on a travaillé le plus ou on a managé l'article. Et typiquement, bah, ça c'est le genre de truc où le boss va dire ah mais un tel veut aussi être premier et puis bon bah pourquoi pas. Ça je l'ai vécu. Aussi, donner des présentations assez importantes plutôt à des hommes. Et d'ailleurs, j'ai vécu un truc assez magique dans ce labo, c'est que mon chef donnait des présentations à un des postdocs qui était arrivé bien après, alors que je gérais quasiment toute l'équipe. Je les avais tous formés, etc., dans la technique qu'on utilisait tous dans cette équipe. Et donc c'était doublement magique parce que le chef lui envoyait un mail en lui disant bah, tu feras ce talk parce que voilà, il est hyper important, tu vas parler au nom de l'équipe, etc. Et là j'avais mon collègue qui venait me voir et qui me disait bah c'est vrai qu'en fait c'est toi qui devrais le faire ce talk. Ok. Mais en fait il me proposait pas de le faire. Il reconnaissait que ça aurait dû être moi. Mais il prenait ça, il était bien heureux de le faire parce qu'au final, c'était une belle opportunité pour lui et il allait le faire. Donc du coup, en fait, j'avais l'impression de me faire doublement, vraiment pas soutenir dans le sens où ni les chefs, ni les amis qui sont au même niveau au final, qui d'un autre côté se battent aussi pour avoir des fellowships et pour avoir une place en recherche. Voilà, être soutenu, on va dire, par aucun des deux, quoi. Je vois Fatima qui... Fatima, alors on va laisser Fatima réagir parce que la perspective va être intéressante. Oui, c'est extrêmement intéressant parce que lorsqu'on regarde son début de carrière, tu parlais, Elodie, voilà, de l'égalité, Isabelle, l'égalité pas acquise. Elodie, tu parles de cette expérience. Et moi, en fait, mon début de carrière, c'était la prise de conscience de l'inégalité, pas de genre, mais de différences ethno-culturelles. C'est-à-dire que moi, mon entrée dans le monde du travail n'a pas été confrontée à ben, mademoiselle, madame, etc. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas connu parce que, c'est pas parce que je l'ai occulté, c'est parce que venait avant ce concept où on me disait bah, Fatima Bakhti, vous ne trouverez pas de travail avec ce nom-là, changez de nom. Ou bien, ah là là, c'était il y a 25 ans. Donc, ça évolue. Donc, quand je suis rentrée dans la technologie, ingénierie, télécom, pour moi, c'était magique parce que je suis rentrée dans un monde d'une entreprise qui m'a dit Fatima, ce qui compte, c'est pas ce que tu es, d'où tu viens, ta religion, etc. C'est ce que tu sais faire. Et c'était le respect. Et donc, je trouve que le début de carrière, quand on rentre comme ça, lorsqu'on vous affirme, on met sur la table des situations, eh bien, pour ma part, cette entrée dans le monde de la technique, après l'école, n'a pas été confrontée au genre. Le genre, je l'ai compris un petit peu plus tard parce que dans mes priorités personnelles, il y avait, si on fait un classement, hein, c'est sa dignité, c'est savoir, bon ben non, je ne veux pas changer de nom, excusez-moi. Et donc voilà, et c'est après, bien sûr, on comprend ce qui se passe au niveau du genre de femme, mais c'est intéressant aussi de voir cette double... suffisamment, c'est ce problème d'inclusion parfois, en tout cas, c'est discriminations qu'il peut y avoir pour les femmes, mais aussi pour l'origine ethnoculturelle. Et en ça, moi, j'ai toujours dit, et je le confirme, que le monde de la tech, je l'ai trouvé super par rapport à ça, par rapport à d'autres industries où c'était différent, je ne juge pas, mais en tout cas, j'ai toujours connu dans ce monde-là, des télécoms, un respect
de cette différence-là. Donc, je compare avec ces inégalités qu'on peut subir. Alors, quand on est une femme et ça, après, on priorise ce qui est le plus compliqué, en fait, pour démarrer sa carrière. Voilà. Isabelle, allez-y, je vous en prie. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez remarquable dans le monde de la tech, ou en tout cas chez les informaticiens, qui est de dire, alors c'est en partie une croyance du domaine, mais ça se traduit aussi quand même par des réalités, c'est de dire, peu importe que vous soyez un homme, une femme ou un castor, du moment que vous savez programmer, que vous êtes bon en tech, on veut bien. Sauf que on ne laisse pas toujours aux femmes la possibilité de prouver qu'on est suffisamment bonne, parce que pour montrer qu'on excelle, il faut quand même qu'on nous ouvre une fenêtre où on peut le faire. Alors ça, c'est une première chose. C'est pas pour rien, par exemple, que les femmes ont remarqué que si elles voulaient être reconnues et identifiées sur des sites où on programme en logiciel libre et qu'on veut que son bout de code soit reconnu, un pseudo neutre ou masculin, c'était quand même une bonne solution. Donc on ne nous laisse pas toujours cette possibilité. Et l'autre chose, c'est quand on est moyenne. Parce que tout le monde n'est pas excellente ou excellent. Moi, j'aurais été la première à dire dans mes études d'informatique, les femmes, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème. Donc, pour les femmes, il n'y a aucun problème. Vous avez qu'à faire comme moi. Bon, on a tous à un moment une période de délusion. Quand on a 20 ans, c'est pas très grave. Ce que je n'avais pas mesuré, c'est pourquoi je n'avais pas de problème. Et pourquoi d'ailleurs, en disant vous n'avez qu'à faire comme moi, je m'offrais le luxe d'avoir un certain mépris envers les filles de ma classe qui avaient des problèmes. Alors là, j'ouvre une parenthèse, des fois on me dit ah ouais, les femmes des fois elles sont pires que les hommes ou tu étais pire que les hommes. Ah non, non, j'étais pas pire. On peut trouver ça choquant de la part d'une femme de monter dans le bateau du sexisme, ça je suis d'accord. Par contre, à aucun moment j'ai été pire, mais on accuse très volontiers les femmes qui font autant ou même un peu d'être pires, parce que quand même on s'attend à ce qu'elles soient toujours douces, gentilles, soutenantes, empathiques, etc. Et quand par hasard c'est pas le cas, c'est pire. Alors je reviens à mes moutons. Pourquoi j'avais pas de problème? En fait, j'avais pas de problème pour deux raisons. La première, c'est que j'étais compétente, j'étais bonne élève, j'avais de bons résultats. Et à partir de ce moment-là, ok, vous êtes à votre place. Quand vous êtes une fille, vous êtes moyenne. C'est pas du tout que quand vous êtes un garçon et que vous êtes moyen. Un garçon qui est moyen, on lui dit non mais boss, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Une fille qui est moyenne, on lui dit ah, si ça se trouve, t'es pas à ta place. Alors ça l'aide pas pour s'en sortir. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire tout le monde n'est pas obligé d'être totalement excellent dans toutes les matières, et en particulier dans les matières repérées, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent quand même trouver leur place, et là, c'est impitoyable. Et la deuxième chose que je n'avais absolument pas calculée, c'est que j'étais en couple avec la personne qui est devenue mari, qui était informaticien, et on me respectait à travers lui. Je n'étais pas sur le marché matrimonial, je n'étais pas à disposition. Et donc à partir de ce moment-là, j'étais un pote. Et ça m'a permis beaucoup de tranquillité. Si j'avais été célibataire, alors certes, des fois je plaisante en disant que en tant que femme hétérosexuelle, on est sur un marché matrimonial ouvert, ça c'est très très clair. Néanmoins, quand vous êtes une proie à aller chercher, de la part de certaines personnes, vous n'êtes absolument plus une personne. Vous devenez une proie sexuelle à aller chercher. Et ça nuit quand même pas mal à vos études ou à votre existence dans le domaine. Je voudrais rebondir sur cette question des rôles et être une femme qui peut soit être moyenne, soit jouer d'autres rôles, puisque Élodie, toi, dans ton labo, il y avait aussi une part des fonctions qui étaient occupées, des fonctions nécessaires au fonctionnement du laboratoire, qui étaient plutôt occupées par des femmes. Et dans ce mode-là, ça ralentissait encore leur possibilité d'accéder à des opportunités. Oui, exactement. C'est-à-dire que, en gros, on était une grosse équipe à travailler. On travaillait sur de la thérapie génique, donc on travaillait plus ou moins tous sur la même chose. On travaillait tous avec la même technique. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que il n'y avait que moi en fait qui apprenais aux autres comment utiliser cette technique. Donc parfois, je passais des semaines entières dans des salles de chirurgie à montrer aux gens comment faire, parce qu'en plus en Angleterre, il y a quand même un protocole très très strict sur les manipulations sur animaux. Il y a vraiment, il faut suivre les gens jusqu'à ce qu'on soit 100% sûr qu'ils savent absolument
bien faire. Il y a vraiment plusieurs journées à passer avec eux. Et notamment, moi, je passais énormément de temps à faire ça. Après, pour la petite anecdote, il y avait une boss qui est une femme boss sur 7, je crois, et c'était toujours elle qui prenait les notes dans les meetings. C'était assez drôle parce que d'un côté, on avait l'impression que le chef s'en rendait pas compte, mais d'un autre côté, c'était toujours vers la femme qu'il allait se tourner pour prendre les notes. Pour organiser quelque chose quand il y avait besoin, mais par contre, dès qu'on avait besoin d'un truc entre guillemets un peu valorisé ou un peu plus sérieux, qui prenait moins de temps aussi, là, il allait faire appel à des hommes. Et je pense que le pire, c'est qu'il n'en était pas conscient. Après, on lui a dit, donc il aurait dû faire plus attention, mais je pense que c'est pas une itération, c'est quelque chose qu'on aurait dû lui dire régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que Isabelle disait que parfois les femmes peuvent être pires. Alors, pas dans ce cas-là, mais en tout cas, moi, cette boss, on sentait que clairement, elle avait galéré pour en arriver là. Et elle n'était pas du tout, j'ai rencontré plusieurs chercheuses qui sont vraiment du style, moi j'ai galéré, je ne vais pas te laisser galérer et je vais te soutenir. Et elle, c'était plus à constater qu'effectivement, c'était un labo dominé par les hommes. Qu'effectivement c'était très difficile et elle allait même jusqu'à rigoler et toujours dire non mais en gros si tu veux réussir il faut coucher avec ton boss. Et ça c'était sa blague. À chaque fois qu'on parlait de genre et de réussite, elle disait non mais pour réussir il faut coucher avec son boss. Ok, mais sinon est-ce que tu as d'autres idées ou d'autres expériences? Mais du coup elle n'était vraiment pas là pour nous aider. Moi j'avais l'impression que c'était même plutôt l'inverse. Elle était un peu jalouse dès qu'une femme réussissait et elle avait tendance à moins la soutenir et du coup plus aller vers les hommes. Et c'était dur à voir justement parce que on se dit bah ok. La solution de coucher avec son boss, on va l'arranger avec le changer de nom de Fatima Bekti. Voilà, non mais on va quand même essayer de trouver une autre voie. C'est ça. Et je voudrais rebondir parce que comme on est, je pense, à peu près au clair sur la partie constat, qu'on a fait un tour qui me semble assez représentatif des différents éléments, on a une question dans le chat qui va nous permettre d'ouvrir un peu sur d'abord vos actions et puis les pistes de solutions qu'on entrevoit ensemble, qui est comment on conquiert sa part, sa juste part, quand les personnes en place ne sont pas sensibilisées comme on l'a vu, et que finalement, la situation actuelle semble leur convenir, que ce soit des femmes, comme on le disait, parce qu'après tout, effectivement, je suis assez d'accord, on n'a pas de raison d'être toujours meilleur, mais aussi quand ce sont des hommes, et je ne sais pas laquelle d'entre vous sur cette question veut réagir, Isabelle peut-être et Fatima après. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, je veux dire que déjà, j'ai mis le son. Oui, j'ai mis le son. Pardon. Je veux dire que déjà, il ne faut pas se mettre trop de pression. Je veux dire par là, tout n'est pas entre nos mains. C'est-à-dire, si vous êtes dans une structure oppressive avec une direction machiste qui ne veut pas de vous, ne vous accusez pas, ne vous auto-accusez pas en disant « j'arrive pas à faire ma place, j'arrive pas à me montrer, j'arrive pas à émerger, j'arrive pas à les faire changer ». Vous n'êtes pas du côté qui gagne et donc forcément c'est compliqué. Je dis ça parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui ciblent les femmes, de groupes de coaching, de formation, etc., où on apprend aux femmes à négocier son salaire, à prendre sa place, à faire tout un tas de trucs. Et ces femmes se retrouvent dans leur entreprise, s'aperçoivent que ça ne bouge pas, et c'est pire. C'est-à-dire, elles se disent, oh là là, mais malgré tous ces coachings, etc., que j'ai fait, je m'en sors toujours pas, c'est qu'au fond, peut-être quand même que je suis nulle. Alors, non. C'est-à-dire, en fait, on vous demande d'être meilleur pour avoir strictement autant. Alors, on est d'accord, c'est une arnaque. Et deuxièmement, si en face, vous avez un vrai blocage qui ne veut pas bouger, vous n'êtes pas des magiciennes. Cela étant dit, j'ai trouvé, les endroits où j'ai trouvé le plus d'écoute et le plus de volonté de faire bouger les choses, ce n'est pas nécessairement au niveau du N+1, mais plutôt au niveau du N+ plein, très très loin. Je veux dire par là que, comme il est dit dans la question, la situation leur semble leur convenir. Ah ben ouais, c'est pas qu'elle semble, hein, c'est qu'elle leur convient, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, ça veut dire, au lieu d'avoir 3/4 pour les hommes, 1/4 pour les femmes, ça veut dire moitié-moitié. Les hommes, ils perdent 1/4. Enfin, on peut toujours tenir des discours qui disent tout le monde a y gagné. Ouais, mais enfin, concrètement,
on ne peut pas dire les femmes auront plus de place et les hommes en auront autant qu'avant. Donc effectivement, il y a des gens, ça leur convient parfaitement. Il faut s'adresser aux personnes avec lesquelles on n'est pas ou plus en concurrence, c'est-à-dire qui sont à un niveau, soit en termes d'âge, soit en termes de position hiérarchique, qui peuvent se permettre de vous laisser une place, de vous proposer des places parce que vous ne les mettez pas en danger. Alors je sais, on n'a pas fait complètement la révolution, mais quand par exemple je m'adresse à des écoles d'ingénieurs, je me fais bien plus entendre de la part soit de vieux chercheurs, soit de la direction, plutôt que de la part de personnes qui sont dans le combat avec les autres. Mais c'est un peu ce que disait Élodie, c'est-à-dire son collègue, il avait bien conscience que c'était injuste, mais de là à céder sa place, voilà. Donc en fait, il faut taper au-dessus, il faut taper bien plus haut si votre niveau juste supérieur n'est pas capable de vous entendre. Fatima, du coup, ça n'arrange pas. Alors, Fatima, parce que sur le management, vous avez aussi de l'expérience et c'est intéressant. Oui, c'est pour ça. Effectivement, il faut sortir déjà de son isolement. Donc, le fait, par exemple, d'adhérer à des associations, parce qu'il y a énormément d'associations, ça permet aussi de respirer par rapport à une situation que l'on vit au quotidien. Se retrouver entre personnes, hommes et femmes, avec la même vision et les mêmes problèmes, c'est intéressant aussi en interne parce qu'on peut faire aussi un petit groupe et réfléchir et être un peu plus fort que d'être tout seul. Tout ça pour dire qu'il faut sortir de l'isolement. Mais je dis aussi qu'il y a aussi le rôle très fort du manager. On disait qu'on est plus entendu en dessus, mais il y a des actions à faire. Et moi, deux choses, je voudrais vraiment saluer le réseau interne féminin de Nokia Stronger, qui a été créé il y a 7 ans par des femmes formidables, je ne sais pas si c'est 7 ans ou 8 ans, excusez-moi, c'est super parce qu'elles ont mis en place des conférences, des rôles modèles, elles ont un peu secoué, elles ont mis sur la table des réflexions, elles ont créé la charte du manager qui s'engage en fait à traiter de façon équitable les hommes et les femmes, que ce soit dans les réunions, que ce soit dans les activités techniques. En fait, c'est une façon de dire ok, je vais, et contrairement à ce que Élodie a subi, ils vont avoir une charte qu'ils peuvent lire et qui peuvent signer, qu'on les encourage à signer, qui dit ok, tu vas faire un effort, ça va te prendre un petit effort, tu vas déjà prendre conscience, parce qu'il y en a qui le font sciemment, mais d'autres qui ont des biais inconscients, et tu vas signer cette charte et tu vas t'engager à promouvoir, quel que soit le genre, les collaborateurs au quotidien. Donc ça, c'est des choses qui existent, en tout cas, nous, ça existe et c'est grâce au réseau interne. Il y a également l'entreprise et je voudrais dire que nous, en tant que manager, dans mon entreprise, on doit suivre la formation des biais inconscients. Et pas des biais inconscients contre les biais inconscients, que les comprendre et les identifier, pas que pour les femmes, hein, où il y a des biais bien évidemment sur toutes les différences. Et ça, c'est quand même, effectivement, ça ne peut être mis en œuvre que par rapport au top management, mais faire comprendre si au plus près des équipes, les personnes n'ont pas pris conscience d'un certain nombre de choses, effectivement, il va y avoir, comme je dis souvent, des smart leadership team qui sont toujours smart, qui ont toujours disent oui à tous les progrès parce que souvent ils sont dans cette dimension de progrès et puis ça ne fait pas avancer suffisamment vite la culture. Donc il y a ça. Vraiment les réseaux internes de femmes, elles ont depuis plusieurs années éclos dans beaucoup d'entreprises. Pas les petites, peut-être pas les petites, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas, ça prend. Et je vais juste terminer sur un point aussi fondamental. Il y a quand même, pour l'industrie, à l'intention de toutes les entreprises, il y a quand même un guide des bonnes pratiques qui est sorti cet été. J'espère que vous l'avez vu en juillet sous la présidence, la direction de la ministre Madame Pannier-Runacher. C'est quand même les bonnes pratiques pour l'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Et tout ce qu'on a dit là, c'est pas des injonctions que l'on fait comme ça, c'est des pratiques, des questionnaires et des pratiques. Donc en fait, il y a des outils qui sont mis en place, il y a des choses qui marchent, mais il faut une volonté pour que l'organisation elle puisse avancer, mais également pour chacun et chacune, en tout cas chacun et chacune, parce que les hommes aussi peuvent subir bien évidemment des discriminations et il faut vraiment sortir de son isolement lorsqu'on sent que vraiment on est… avoir le réflexe de sortir, et je finirai là. Moi, je n'avais pas compris
de l'importance de réseaux, de journées comme aujourd'hui, d'événements comme aujourd'hui, d'échanger sur cette situation. Parce que finalement, si ça ne résout pas forcément son problème quotidien, en fait, ça nous redonne un petit peu confiance en nous, en disant que le problème, c'est pas nous, c'est eux. Et déjà, c'est un début de solution. C'est un début de solution et je vais demander à Isabelle d'élargir parce que quand on a préparé, je lui ai partagé une expérience qui pour le coup m'est personnelle comme jeune ingénieur dans un labo de tests et de recherche et développement où j'exerçais. Les seules autres femmes qui étaient présentes avec moi dans ce laboratoire étaient des images accrochées au mur de jeunes femmes plutôt en petite tenue. Et effectivement, ça fait partie des choses qui, je pense, nuisent aussi à l'intégration et au confort qu'on peut vivre. Voilà. Et en échangeant avec elle, je lui demandais, mais ok, on est au courant, on le sait, on fait ce constat-là, on le refait, et ça ne change pas. Et donc, je lui demandais finalement, pourquoi ça ne change pas? Alors, quand j'étais en informatique, c'était le moment où le film 9 semaines et demie avait du succès. Mes copains avaient en fond d'écran Kim Basinger dans 9 semaines et demie, et moi aussi. Et je ne voyais pas le problème. Moi, je trouvais que l'image était jolie, eux, ils trouvaient qu'elle était sexy. En fait, on ne mettait pas du tout les mêmes choses derrière, mais je ne voyais pas le problème. Et à l'époque, on m'aurait demandé, ça te pose problème? Ben, j'aurais dit non. C'est drôle, c'est joli, c'est sympa, il ne faut pas être coincé, enfin, etc. etc. Dans les écoles où, moi je m'y connais plus sur l'enseignement supérieur, mais si on s'adresse aux filles en disant « Est-ce que ça vous pose problème ?», elles sont les premières à dire « Oh ben non ». Alors elles disent non pour deux raisons. Premièrement, parce que si elles sont là et qu'elles arrivent à rester là, c'est aussi parce qu'elles ont absorbé la culture dominante et elles arrivent à faire dans leur tête une espèce de pirouette où elles disent « Il y a ces filles-là et moi je suis d'une autre espèce, mieux ». Et donc ça ne me concerne pas. Et puis il y a aussi le fait que si elles disent « ouais, ça me gêne un peu », après il va falloir qu'elles vivent avec leurs collègues de laboratoire et ça va être compliqué parce que elles sont trouble faites, elles sont pas drôles, elles sont sexy, elles sont féministes, ou tout un tas de trucs absolument horribles. Ce genre de décision, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut que ça vienne d'en haut. C'est-à-dire il est totalement inadmissible que dans un espace commun, on puisse avoir au mur des photos qui n'ont rien de professionnel et qui sont en train d'objectiver une partie des personnes qui sont en train de travailler dans l'endroit. Il est totalement inadmissible qu'on laisse perdurer des insultes et des propos sexistes. Il est totalement inadmissible que quand une entreprise fait un panel, une communication interne ou externe, il n'y ait que les hommes qui s'expriment, etc., etc. Et ça, on sait, effectivement. Comme dit Julie, on le sait parfaitement. Est-ce qu'on a envie de le voir? Pas toujours. Est-ce qu'on prend la mesure de l'importance de la chose? C'est pas certain. Et oui, ce sont des mesures qui sont possiblement impopulaires. Et effectivement, ce sont des mesures où après on va vous dire « Ah ouais, on n'ose plus monter dans un ascenseur avec une femme parce que… » Faut pas écouter ces trucs-là. Faut qu'on dépasse ce genre de débat complètement stupide. Faut partir d'en haut et mettre en place des chartes de bonne conduite, des chartes d'éthique, des chartes d'égalité, et on n'entre pas dans les débats stupides de c'est de la censure, moi j'aime bien, est-ce que toi en tant que femme ça te gêne? Ça ne devrait pas être le sujet. Parce que si on demande individuellement aux gens de se positionner, soit on les culpabilise, soit on leur donne… les femmes, du fait d'être femmes, elles ne sont pas intrinsèquement géniales, féministes et en capacité de changer et savoir comment s'y prendre. C'est un vrai boulot, l'égalité. Ça ne se fait pas sur un coin de table et il ne suffit pas d'être ou un homme ou une femme pour avoir un avis autorisé sur les relations entre hommes et femmes. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens compétents et compétentes, des services qui s'occupent de ça, des formations en la matière, et la solution, elle commence là. Et en parallèle, en attendant que votre entreprise se décide enfin de prendre ses responsabilités au plus haut niveau, parce que c'est bien là que ça se passe, et comme disait Fatima, il y a des réseaux de femmes qui vous disent, alors ce qui t'arrive, ça m'arrive à moi aussi, c'est pas parce que tu t'y prends mal, éventuellement il y a des solutions, ou au moins tu n'es pas seul à vivre ça et c'est pas que tu t'y prends mal. Ça, c'est très important de ne pas tomber dans une auto-accusation. J'ai interviewé des femmes en informatique qui me disaient
peut-être parce que je suis trop jeune, c'est peut-être parce que je suis trop autoritaire ou pas assez autoritaire, ou que mon diplôme n'est pas suffisamment élevé. Ouais, si on somme tout, c'est peut-être parce que tu es une femme, quoi. Et quand on est beaucoup à se raconter ça, bah, on comprend. Alors, on ne devient pas paranoïaque, hein, la question, elle n'est pas là. On intègre le fait que ce n'est pas strictement de l'ordre de notre compétence. Ça rejoint un point, Elodie, qui est important pour toi, qui est le fait qu'effectivement, on a ce focus sur l'orientation. Mais comme tu le disais, en bio, finalement, vous étiez plus nombreuses au départ, moins nombreuses à l'arrivée. On sait que c'est le cas dans les carrières médicales et notamment les carrières hospitalo-universitaires qui peuvent faire l'objet d'un webinaire en tant que tel. Je ne l'exclus pas, vraiment, parce que c'est encore un sujet. Non, mais qu'effectivement, l'orientation, enfin, qu'on va aborder, parce que c'est aussi un sujet, même si ce n'est pas notre focus ce soir, ne suffit pas. Non, exactement. Moi, je voulais juste rebondir. En fait, tout à l'heure, je voulais rebondir avant 2 secondes, parce qu'on parlait de manager, etc. Et je voulais juste dire que dans le petit souci qu'on a dans les labos de recherche académiques, c'est que les chercheurs et les chercheuses, les chefs en général, n'ont aucune formation de manager. Et ce sont juste de très bons scientifiques et ils arrivent là parce que ce sont de très bons scientifiques. Et du coup, malheureusement, on se retrouve avec des gens qui sont géniaux niveau science, mais par contre, en termes de manager, en termes de qualité humaine, parfois, c'est hyper déplorable. Et certains, dans certaines universités, vont devoir avoir des formations, etc., mais pas forcément, et c'est relativement rare. Donc c'est juste pour rebondir par rapport à Fatima, on disait voilà, les managers, ils ont des formations, etc. Il ne faut juste pas oublier que dans les labos de recherche académique, ce n'est pas forcément le cas. Et souvent, vraiment, ce qui ressort, c'est l'importance, c'est la science. L'important, c'est la science. C'est les datas, c'est être là au labo, c'est fournir des papiers, etc. Et du coup, tout ce qui est humain, on est un peu considéré comme une fille qui vient pleurnicher si jamais on en parle. Et donc, c'est vrai que ça peut être compliqué. Comme Isabelle disait, c'est important à un moment de se rendre compte que ce n'est pas forcément nous, que c'est eux et que même si on était 15 fois mieux et qu'on bossait encore plus et qu'on faisait des journées de 48 heures en 24 heures, ça resterait quand même problématique. Et parfois, c'est un peu compliqué aussi de trouver où aller voir. Par exemple, quand j'étais à UCL, il y avait un bureau, mais c'était vraiment un bureau, c'était pour le Athena Swan, qui est un espèce de marque d'attention pour les familles, etc. Mais il n'y avait pas vraiment de personnes à qui se confier et à aller voir. Donc, c'est juste voilà, pour rappeler que parfois en académique, ça peut être un peu compliqué et ça peut aussi décourager beaucoup de femmes à continuer en sciences, que ce soit en académique ou même dans le privé, parce qu'au bout d'un moment, on en a assez. On en a assez de tout ça. Et d'ailleurs, il y a une de mes amies qui était en postdoc en même temps que moi. Sa phrase préférée, c'était de dire les hommes deviennent PI, donc Principal Investigators, donc en gros chef de labo, et les femmes partent en communication. Et c'était vraiment son constat parce que voilà, elle disait bah non, c'est ce qu'on fait. C'est comme ça. Et en Angleterre, surtout, il y a beaucoup de boulot de communication. Et effectivement, c'est vrai que souvent, on voit ça se passer. Et il ne faut pas oublier ce problème de manager, de manque de qualité de manager pour tout ce qui est scientifique en labo académique, qui est, à mon avis... À ce sujet, un point intéressant dans le chat qui vient d'émerger, quelqu'un qui souligne qu'en plus, les chercheurs prennent assez mal qu'on leur conseille de faire des formations en management et que clairement, ça n'aide pas. Et effectivement, je trouve que c'est très approprié. Du coup, toi, effectivement, on va aborder quand même rapidement la question de l'orientation. Oui, pardon, désolée. Parce que oui, tu m'as un peu, mais je te ramène, c'est pas grave. Donc, effectivement, on sait que l'orientation va être un sujet et Fatima nous parlera du travail qui est fait chez Femmes et Ingénieurs. Et puis, on rebondira, mais toi, tu soulignes quand même que c'est pas un point, c'est pas le seul point, quoi, d'envoyer les filles dans les labos. Non, c'est pas le seul point, et parce que effectivement en bio on se retrouve à être énormément de femmes en thèse. Enfin, je sais pas, c'est dans mon labo de thèse, je pense qu'on était 8 femmes pour 2 hommes en thèse, quelque chose comme ça, un petit 80%. En postdoc, on était déjà plus que 50%. Et maintenant, quand je vois qui est passé PI, donc chef de labo, c'est plus de femmes. Il y a plus de femmes. Les femmes restent postdoc, travaillent pour du coup d'anciens collègues deviennent leurs chefs. Voilà, mais du coup c'est assez impressionnant de voir que c'est pas qu'une question d'orientation
Et alors, je ne sais pas si je me trompe, peut-être que Fatima et Isabelle peuvent répondre à ça, mais j'ai l'impression justement que dans les domaines où il n'y a pas besoin d'orienter les jeunes femmes, on fait moins attention aussi. J'ai l'impression justement que, par exemple, Fatima, tu disais qu'en tech, toi, tu as vu de la chance. Et ça se passait relativement bien, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, dans ce qui me concerne, oui, Voilà. je dirais. Et du coup, je me demande, est-ce que, et ça c'est une question un peu philosophique ouverte, est-ce que si justement on ne se galère pas pour les recruter, on ne va pas ne pas faire attention à elles? Si je suis un peu claire. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là où on se dit il faut recruter des femmes parce qu'il y a très très peu de femmes dans cette branche, on va du coup faire attention à leur parcours, alors qu'en bio, honnêtement, j'ai eu l'impression que c'était gladiateur tout le long et que de toute façon, il y aura des femmes à la fin. Parce que vu le pourcentage au départ, bon, bah, on va forcément quand même en avoir à la fin. Et du coup, au final, il y a moins d'attention qui est prêtée à leur parcours en général. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai ou juste un truc. Donc, nous, dans l'association Femmes Ingénieurs, si tu veux, on couvre sur les 1 million d'ingénieurs en France qui a moins de 65 ans, il y a 22% de femmes, donc près de 200 000. Et toutes les étudiantes, etc. En fait, on ne focalise pas sur le domaine. Je reviens juste sur un point où on disait comment on est les femmes. Par exemple, on fait des cafés ingénieuses, des CV pour des relectures de CV. C'est super. Moi-même, je suis passée à cet exercice. Vous allez faire votre CV. Alors, on dit parfois, entre guillemets, fais pas ta fille. D'accord, parce qu'on va avoir un CV qu'on va écrire et là, on va dire, non, mais attends, ce qu'il y a sur la feuille n'est pas ce que je sais que tu fais ou ce que… Donc, en fait, déjà, il y a une sorte d'autocensure, quel que soit le niveau hiérarchique et quel que soit le domaine. Donc, on va déjà avoir ce travail et donc, on ne regarde pas dans quel domaine on est. On dit, tu es une femme, que ce soit une progression interne ou externe, on ne cherche pas, on ne fait pas de l'outplacement, on est simplement un accompagnement. Donc, on a ça, les prix. Chez Femmes Ingénieurs, on accompagne énormément de prix, prix les femmes de l'industrie, les prix femmes ingénieuses, etc. Pourquoi? Parce que c'est toujours important de se mettre en avant, de postuler et on accompagne et on encourage à postuler à des prix parce que c'est une façon aussi de reconnaître son boulot et ce qu'on fait. Et pas, voilà, parce que quelque part, c'est pas parce qu'il y a plein de filles qu'il n'y a pas des biais inconscients, parce que les femmes ont des biais inconscients aussi. Moi, quand je fais une formation de biais inconscients, je connais beaucoup de choses parce que je suis très investie dans ces sujets-là, mais je suis sûre qu'il y a des biais aussi que j'ai. Forcément, ça vient de l'enfance, il y a des choses qui se construisent comme ça. Donc, on fait ça. On va promouvoir les métiers scientifiques auprès des jeunes filles, mais quel que soit le métier, voilà. Et une fois qu'elles sont dans l'entreprise, c'est travailler sur combattre les plafonds de verre, les accompagner, faire en sorte qu'elles puissent finalement, comme on disait, évoluer dans leur carrière, faire en sorte que les femmes ingénieures peuvent être soit au conseil d'administration, parce qu'après, il y a plein de plafonds verts. Elles ne sont pas au comité de direction, elles ne sont pas au conseil d'administration. Et quand vous avez un conseil d'administration, on ne va pas penser à l'ingénieur. On va dire, ah ben tiens, on va prendre un juriste, une communicante, on va prendre une directrice financière, mais pas une ingénieure ou une technique. Donc voilà, il y a énormément de champs. Et je finirai sur le travail avec les institutionnels, parce que notre association, et il y a beaucoup d'associations qui font ça, et nos amis de Femmes et Maths, Femmes et Sciences, on fait plein de choses ensemble. On va travailler aussi avec les ministères. Ce que tu disais, Elodie, sur la formation. Ben moi, je connais une école doctorale à Paris-Saclay qui fait plein de choses super. Dans l'école doctorale, il y a aussi des modules. Donc, je dirais qu'on peut aller… Eux, on ne va pas les convaincre, ils vont peut-être vous dire non, mais aller convaincre le ministère, la ministre, les présidents d'université pour dire, bon, ben, votre école doctorale, vous pouvez rajouter ce module et ce module, fait qu'on va les former sur un tout, quoi. Donc, c'est pas gagné, mais en tout cas, ce que nous, les associations, on fait, c'est ça. Et il y a des universités qui font déjà des choses superbes dans ce sens-là. Mais pour rebondir là-dessus, par rapport aux écoles doctorales, c'est qu'effectivement, j'ai vraiment la sensation que les jeunes docteurs se rendent compte justement de ça et sont beaucoup plus sensibilisés et qu'on a une espèce de gap entre voilà, la science à l'ancienne, on va dire, et puis voilà, les nouvelles générations qui sont clairement sensibilisées à ça, etc. Après, les prix, moi, j'ai déjà entendu dans ce labo, par exemple, où j'étais, des gens qui me disaient, mais vous vous plaignez, mais en fait, vous êtes
vous êtes, c'était quoi le mot? En gros, on a plus de possibilités, on est plus mis en avant. Donc, il faut qu'on arrête de se plaindre de ce sexisme et de cette différence à cause du genre, parce qu'on est beaucoup plus mis en avant que les hommes grâce à tous ces prix, par exemple L'Oréal, etc. Et du coup, pour eux, en fait, ils ont l'impression qu'au final, eux ont moins de chance parce qu'ils n'ont pas tous ces prix, ils n'ont pas toutes ces opportunités que nous, on a. Je pense que Isabelle, sur cette forme Ouais. de discrimination, à des choses, notamment sur effectivement, peut-être à l'inverse, la discrimination positive. Donc, je vais la laisser réagir. Je voudrais juste profiter du fait qu'on a Colette Guillopé, qui était une intervenante de la semaine dernière, qui est très active chez Femmes et Sciences et Femmes et Maths, qui, dans le chat, nous indique qu'effectivement, elle est d'accord avec toi. En fait, elle souligne que dans Sciences dures, où il y a peu de femmes, mais en fait, on fait finalement peu attention à elles. Et il y a une exigence d'excellence qui est très, très forte si elles veulent arriver à ce niveau. Et qu'effectivement, peut-être que, enfin, en tout cas, elles ne pensent pas qu'il y a une attention plus forte qui leur est portée, sans même parler du sexisme et du harcèlement sexuel, voire des violences sexistes et sexuelles. Donc, effectivement, là-dessus, il y a encore des pistes d'amélioration. Après, sur le point que tu soulevais, et que Colette souligne aussi, je vais laisser Isabelle réagir. Alors, c'est tout à fait ce que dit Colette d'ailleurs dans le chat. La plus grosse discrimination positive continue depuis 2000 ans, au moins, c'est envers les hommes blancs de milieux socioprofessionnels favorisés. Alors, quand ils disent « Ah, pour une fois, on fait un peu moins attention à moi », bichon, non, c'est pas très grave, voilà. C'est-à-dire, je me souviens d'un jeune homme, c'était à l'époque où existait le prix de la formation, de la vocation scientifique, qui était donné à des jeunes femmes de milieux extrêmement modestes. Ce garçon, qui avait échoué en maths sup, se comparait avec une autre fille qui avait eu le prix de la vocation scientifique et qui avait aussi échoué en maths sup, qui était une fille d'une part racisée et d'autre part de milieu extrêmement modeste, et une fille donc, et elle avait elle aussi échoué, et ce gars-là me dit, si je comprends bien, en tant qu'homme blanc de classe moyenne, il n'y aura jamais personne qui va me favoriser. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu m'as l'air à fond là, mon garçon. Donc, cette stratégie de dire aux femmes, on vous met beaucoup en valeur, vous avez trop de chance, est une stratégie qui cherche à nous culpabiliser, et comme malheureusement, on est élevé à l'empathie, alors je dis malheureusement avec ironie parce que je trouve que c'est très bien l'empathie, mais comme on est élevé à l'empathie, ça marche. Alors, là-dessus, il faut qu'on soit très très clair. Effectivement, sur la question, est-ce que les femmes, est-ce qu'on les laisse tomber quand elles sont dans les filières extrêmement féminisées et est-ce qu'on les pousse un peu plus quand elles sont dans des filières où elles sont plus rares? À l'université de Genève, on a eu une thèse qui mesurait quelle chance on a en tant que femme d'obtenir un poste stabilisé à l'université. Et ça montrait très bien que valait mieux faire des maths ou de l'informatique que de la socio ou de la psycho, qu'on avait plus de chances d'être stabilisé. Parce qu'en fait, dans le vivier géant, comme vous disiez, des 80% ou 70% d'étudiantes, quand on est un mec, on a énormément de chances, parce qu'on sort du lot, parce qu'on s'auto-distingue en tant que mec, d'être stabilisé, alors que les très rares femmes, eh ben souvent, on trouve quand même bien d'en avoir une. Donc évidemment, on va en stabiliser peut-être une sur 10, et inversement, on va plus volontiers stabiliser les quelques hommes parmi énormément de femmes. Donc effectivement, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir ce sentiment qu'on laisse tomber les carrières des femmes dans les disciplines dans lesquelles elles sont nombreuses, ce qui est complètement vrai. Et dans les disciplines dans lesquelles elles sont rares, ben en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que si elles ont traversé tous les obstacles qui précèdent, au bout, effectivement, on va leur ouvrir quelques opportunités, dont certaines sont à double tranchant. Par exemple, dans des écoles, lors des journées portes ouvertes, des écoles très techniques, on va volontiers dire aux filles, ce serait quand même bien que tu viennes présenter tes projets sur le stand pour qu'il y ait un peu de mixité. Ok, donc vous me voulez parce que je suis une jolie décoration de stand ou parce que mes projets ont de la valeur? Donc en fait, quand on vous dit ça, c'est quand même extrêmement à double tranchant. Une façon quand même beaucoup plus maligne, c'est de dire tu fais des projets intéressants, tu seras une bonne porte-parole pour l'école et ça mettra un peu de mixité. Ok. Là, on a quand même l'impression qu'on est là pour ses compétences. Alors que quand on vous dit il nous faudrait de la mixité, alors j'ai entendu pire, hein, j'ai entendu ah ouais, mais elle fait pas très fille.
Donc ce serait mieux de mettre l'autre. Alors en plus, on fait les difficiles, vous voyez. Donc on vous met en avant, ok, mais parfois d'une façon relativement ambiguë. Je dis que là-dessus, il ne faut pas avoir de scrupules en tant que femme. C'est suffisamment compliqué que si on commence à avoir des scrupules, ce n'est pas la peine. Des gens vont avoir des scrupules pour vous. Deuxièmement, il faut juste bannir le mot discrimination positive. Parce qu'en fait, c'est un rattrapage. C'est-à-dire, au bout du bout, finalement, on vous donne finalement un coup de pouce. J'accepterai le terme discrimination positive quand tout le monde sera d'accord sur le fait qu'il y a une longue censure sociale de la naissance jusqu'au moment où, par hasard, on vous fait un rattrapage. Donc, sur ce, le terme européen de action affirmative me semble quand même beaucoup plus approprié. Merci. Sur la question des orientations, je voulais aussi vous ressolliciter parce qu'effectivement, on a aujourd'hui beaucoup d'actions en faveur, et souvent c'est une question d'ailleurs qui est soulevée, notamment sur la question qui est celle qui nous intéresse plus particulièrement chez Willa, de l'entrepreneuriat deep tech, voilà, avec les influences que ça a. Et effectivement, la question du pipe d'entrepreneurs, qui est plus réduit, est souvent soulevée par le fait de dire, bah oui, mais c'est que dans les filières scientifiques, on a quand même beaucoup moins de filles, donc il faut aller travailler à l'école ou au collège. Et vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Mais, alors, je peux te jumper là-dessus. Là, tu vois, je viens de me dire, il ne faut pas forcément recruter plus, mais peut-être que nous mettre dans la tête qu'on est à notre place dès plus jeunes, en tant que scientifique, peut-être que du coup, ça aiderait à tenir le coup. Parce que c'est vrai qu'on a énormément de doutes et que du coup, au bout d'un moment, on se dit ça vaut plus. Enfin, je l'ai fait, hein, j'étais en sciences, j'étais à fond, je voulais absolument devenir scientifique, je voulais absolument être chercheuse. J'ai donné une thèse et 8 ans de postdoc derrière parce que vraiment je voulais. Et puis à un moment, j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit ça vaut pas le coup, je n'ai pas envie de me réveiller tous les matins et de devoir me battre pour ça. Mais du coup, peut-être alors, il y en a d'autres qui ont lâché avant. Je pense que moi, j'ai mis un petit peu de temps quand même. Je suis restée peut-être un peu trop longtemps. Mais du coup, je pense que ça peut être intéressant. Des fois, j'avais tendance à dire avant, mais on est déjà nombreuses, mais peut-être que mettre dans nos têtes qu'on est à notre place. Donc, voilà, nous former à nous dire, bah oui, une scientifique, c'est normal. Ça peut aider aussi à tenir le coup et à plus croire en nous quand ça devient difficile. Fatima, c'est des actions que vous avez aussi. Oui, c'est fondamental. Ne serait-ce que pour l'égalité hommes-femmes, contre les violences faites aux femmes, etc., qui est quand même un aspect particulier. C'est pareil, ça commence très tôt. Il faut déconstruire tous ces stéréotypes au niveau sociétal, au niveau familial, parce que quand on va parler à un papa et une maman en leur disant ta fille, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle fasse, médecin, hein, pas nécessairement génie industriel dans une usine 4.0. Donc en fait, c'est absolument ce que nous, on essaie de faire, c'est-à-dire intervenir dans les collèges et les lycées, participer à la rédaction contribuer à des rédactions de livres à l'attention des enfants. Il faut même participer à des salons où vous allez avoir des jeunes comme Univers Science qui fait un travail incroyable pour acculturer en fait tout le monde, les familles, sur les sciences et la place des femmes dans les sciences. Donc nous, on intervient. Alors souvent, on peut intervenir au lycée quand il y a l'orientation, ça on y est présente absolument. Moi, une anecdote, j'ai été invitée par une professeure de mathématiques de 6e d'un collège qui m'a fait rencontrer toutes ces classes et qui m'a dit non, Fatima, en 4e, c'est trop tard. Parce qu'en fait, il va y avoir tous ces stéréotypes, tous ces préjugés, tout ça là, qui arrivent au niveau de l'adolescence, qui s'amplifient certainement. Et donc, elle me disait, il faut les prendre très jeunes, en 6e, pour leur expliquer ce que c'était qu'un métier. Donc, je leur ai présenté ce que c'était le métier d'ingénieur, etc. Pour leur montrer qu'en fait, tout ce que je leur montrais aux garçons et aux filles, ce n'était pas genré. C'était un métier formidable. Et quand je leur présentais des exemples, on peut faire ci, on peut faire ça, je leur demande à la fin, est-ce que c'est pour les filles ou les garçons? Est-ce que vous avez vu? Ben non. En 6e, il n'y a plus. On dit, ben non. Donc en fait, on intervient, on participe à des salons, on va participer à des événements qui présentent les métiers, mais il y a énormément de choses à faire encore. Il faudrait qu'il y ait à la télé, parce que vous avez déjà vu une femme ingénieure vraiment, ou technicienne, ou
il faudrait promouvoir beaucoup plus les métiers techniques, hein, que ce soit chercheuse, dans la recherche, quel que soit le métier technique, il faudrait le mettre en avant. Il y a énormément d'actions à faire encore et on n'a pas encore terminé le long chemin, bien sûr. Non. N'hésitez pas dans les participantes et les participants, je vous rappelle que vous avez le chat et les questions qui sont à votre disposition. Utilisez-le, si vous voulez faire réagir les intervenantes sur différents points. Isabelle, moi je voudrais rebondir sur la question des experts parce qu'on l'a vu pendant le confinement qui a été une période où les choses se sont cristallisées et on s'est rendu compte que si les hommes chercheurs continuaient, eux, à publier, et pour certains, c'était une période assez prolifique, d'ailleurs. Pour les femmes chercheuses, ça a été vécu un peu différemment. Et finalement, ça a soulevé une question qu'on a abordée, qui est est-ce que les femmes n'ont pas, est-ce que ce sont les enfants qui nuisent à la carrière des femmes, vraiment, ou est-ce que c'est plus large que ça? Alors, je vais juste rebondir sur un truc que tu as dit. Allez-y. Sur en 4e, c'est trop tard, il faut venir en 6e. La personne qui vous dit ça, elle confond mesure d'impact et applaudimètre. Je veux dire par là, en 4e, c'est dur. Il y a des stéréotypes, on est en train de les affirmer, on devient adolescent et adolescente, et on essaie de prouver à soi et aux autres qu'on est normal. Et donc, on a un garçon masculin et une fille féminine. En 6e, c'est facile. On a plus de marge de manœuvre. Alors, il y a quand même des garçons qui veulent être des garçons et des filles qui veulent être des filles, mais on a plus de marge de manœuvre. Et puis en plus, l'orientation, c'est loin, donc on peut en parler sans que ça nous menace. Alors évidemment, c'est plus facile. Et donc, on a l'impression que les stéréotypes sont moins ancrés, on s'en sort mieux. Mais à mon avis, ça ne sert à pas grand-chose. On écrit sur l'eau. Parce que ce n'est pas là qu'il y a l'enjeu. Donc, tout passe. On est d'accord. L'animatrice, elle est sympa. Elle nous parle de trucs intéressants. La maîtresse, la prof, l'instit, tout ça, c'est cool. On est d'accord. Le moment où on fait quelque chose, c'est le moment où les jeunes se posent des questions en termes d'orientation. Et ce n'est pas pour rien que ça secoue. Et que c'est plus dur à faire. Et qu'on se demande ce qu'on est en train de faire et si ça marche. C'est parce que ça secoue. Et éventuellement, on va ferrailler pendant 1 heure. Et on ne sait pas ce qu'il en reste. Et peut-être ça ne sera pas agréable, mais on est venu les secouer à un moment où ils se posent des questions d'orientation. Et donc là, possiblement, on impacte. Alors que si on vient sur un moment où tout le monde est d'accord, mais parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment le sujet, ce n'est pas vraiment important. Enfin, déjà, trouver que c'est important en 4e, alors qu'on a plus envie de jouer à la PlayStation qu'à se demander ce qu'on va faire dans l'avenir, ce n'est pas si simple. En 6e, vous imaginez bien. Donc, quand on dit c'est trop tard, les stéréotypes sont ancrés, en fait, ce qu'on dit, c'est dur. Et on s'aperçoit que les stéréotypes sont ancrés. Et c'est pour ça que là, on peut agir. Mais alors, c'est moins agréable, hein, ça, c'est sûr. Je te rassure, on intervient même jusqu'à voilà. tard. Oui, je sais, vous intervenez tout le temps. Ouais. Ceci dit, je reste, moi, personnellement persuadée que acculturer des sciences le plus tôt possible et sur les métiers d'ingénieur qui sont incompréhensibles pour quelqu'un qui n'a pas quelqu'un dans sa famille d'ingénieur, on ne peut même pas comprendre ce que c'est forcément, eh bien, voilà, plus tôt c'est mieux c'est. Voilà, mais la personne qui disait ça, effectivement, qui dans son expérience, certainement, plus simple. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Il faut acculturer tout le temps et Universcience fait un super boulot. Tout ça, on est d'accord. Mais cette question de là, c'est trop tard, il faut le faire avant, c'est aussi en plus une façon de rejeter le problème sur l'amont. Genre, moi en école d'ingénieur, c'est plus le sujet, ils sont tous stéréotypés avant, etc. Il faut agir tout le temps. C'est ça. D'abord, et ensuite faire des bascules sur l'orientation au moment où les questions se posent. Alors, pour revenir quand même sur la question qu'on m'a posée, qu'a posée Julie, les enfants et la carrière des femmes scientifiques. Alors, pendant le confinement, de ce que j'ai lu sur la question, ça semblait assez clair. Les personnes qui ont eu des problèmes, c'est les personnes qui avaient les enfants à charge. Et en général, ouais, c'est les femmes. Donc, c'est-à-dire que quand il a fallu simultanément faire l'école à la maison, gérer l'ambiance de la famille, parce qu'il va falloir être enfermé pendant un bon moment, faire en sorte que tout tienne ensemble, qu'on ne s'engueule pas parce qu'on ne peut pas claquer la porte. Oui, c'est les femmes qui ont le plus assumé ça. Et donc, les femmes avec enfants, leur métier, laisse papa, il est en conférence call, laisse papa, il travaille. Enfin, ça, on l'a beaucoup entendu, c'est sûr. Et on a parlé violence conjugale, mais ce dont on n'a pas parlé, c'est aussi toutes les femmes qui sont dans des situations possiblement de violence conjugale, qui savaient
qu'elles ne pouvaient pas laisser les choses exploser et qui se sont, en gros, qui n'ont pas eu d'autre choix que d'être ultra dociles parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pendant ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être il n'y a pas eu de violence, mais c'est parce qu'elles se sont pliées à tout, parce qu'elles ne pouvaient pas claquer la porte pour partir chez quelqu'un d'autre, etc. Donc ça, effectivement, pendant le confinement, on a eu ces problèmes-là. Sur la carrière en général, ce qu'a montré par exemple Catherine Marie qui a travaillé sur les biologistes au CNRS, le biologiste en particulier, parce que justement, pour une fois, on n'a pas l'excuse du vivier en disant oui, c'est parce qu'il n'y a pas de vivier, il n'y a pas de femmes, c'est pour ça qu'on ne les promeut pas. Ouais, non, en biologie, le vivier, ça ne tient pas la route. Donc ce qu'elle a montré, c'est que plus les hommes avaient d'enfants, plus ils avaient de promotion. Et que chez les femmes, ça ne changeait rien. C'est-à-dire, soit elles avaient des enfants et c'était compliqué, soit elles n'avaient pas d'enfants, mais comme elles étaient soupçonnées d'en vouloir, à terme, on imaginait qu'elles en auraient, que ce soit vrai ou pas. Et donc, au moment où la carrière des hommes se développe, en gros à 30 ans, c'est le moment où les femmes soit ont des enfants, soit sont soupçonnées de vouloir des enfants. Et donc, la carrière stagne. Et pour le coup, c'est plus quelque chose qui est dans le regard de l'employeur, plutôt que quelque chose qui est dans la vie des femmes. Alors effectivement, articuler vie professionnelle, vie familiale, c'est compliqué. Qu'on soit un homme ou une femme, si on se colle au problème, c'est compliqué. Et effectivement, c'est plus les femmes qui se collent au problème. Mais il ne faut pas que rejeter le problème sur elles ont des enfants et donc c'est compliqué. En fait, c'est les employeurs imaginent que c'est compliqué et que ce compliqué-là est indépassable et indépassable pour les femmes. Je n'ai pas dit que c'était simple, mais quand on voit que les femmes qui n'ont pas d'enfants ont des problèmes de carrière similaires parce qu'on pense qu'elles pourraient en avoir, c'est que ce n'est pas directement les enfants le problème. Ce qui rejoint la question du management précédemment évoqué, et on pourrait se demander pourquoi les employeurs jugent que ça va être compliqué, mais on a aussi évoqué le fait qu'un certain nombre de femmes se reproduisent par parthénogénèse, c'est un nouveau phénomène, on l'observe. Les hommes ne font pas d'enfants, c'est bien connu. Je voudrais ouvrir sur la question, alors on a une question qui est un petit peu hors de notre propos, mais qui je trouve extrêmement intéressante, et donc je vais vous la relayer, et puis je voudrais vous entendre après sur les solutions et la suite. On a une personne qui pose la question, Émilie pose la question de comment on articule en fait des matières qui lui semblent importantes, que ce soit la littérature, le dessin, etc., pour concilier une sensibilité plus artistique ou littéraire avec une carrière scientifique. Et je trouve que si la question est plus large que la question des biais de genre dans les carrières, c'est une question intéressante sur les profils scientifiques, je trouve, qui rejoint cet aspect où, après tout, si on fait la meilleure science, voilà, donc peut-être qu'avec des profils plus articulés, il se passerait quelque chose, mais je ne sais pas si sur cette manière de faire, vous auriez quelque chose à vous relayer. Ou si l'une de vous veut répondre à Émilie sur comment tout concilier. Élodie, peut-être, je ne sais pas, Fatima. Moi, je dirais que c'est peut-être un exemple, mais je vois que les écoles d'ingénieurs, dans leur programme, incluent, en tout cas, il y a des écoles assez connues qui incluent les humanités, par exemple. Ça leur permet, je pense, à recruter plus de filles en école, parce que finalement, on va y retrouver une sorte d'équilibre qui peut être dont les filles ont plus d'appétence, c'est-à-dire oui, les sciences dures, oui, les sciences de l'ingénieur, mais également des humanités. On voit que les filles sont de plus en plus intéressées dans les métiers d'ingénieur, par exemple, vers l'environnement, vers tout ce qui est ingénierie, entre guillemets du care, parce que ça, c'est aussi un fait, il y a de l'appétence pour ça. Donc, je dirais que la voie est ouverte pour les écoles d'ingénieurs d'inclure dans leur programme d'aller au-delà que du cours de langue et puis un petit peu d'économie. Et on le sent, il y a des écoles qui ont carrément un tiers de leur programmatique qui est sur ces thématiques-là. Donc, il y a aussi de plus en plus d'écoles d'ingénieurs, je ne peux pas donner statistiques, c'est juste une appréciation personnelle, mais qui ouvre aux sportifs et sportifs de haut niveau, qui leur permet de faire les deux. Donc, peut-être aussi pour des artistes. Donc, on sent quand même que ce besoin d'ouverture, pour certaines écoles, les incite à penser un petit peu différemment. Donc, je ne réponds pas à la question, mais pourquoi pas, il y a des écoles, les Allemands font beaucoup de musique au lycée, etc. Un esprit scientifique peut tout à fait être un grand musicien, une musicienne, une artiste.
Et je pense qu'il faut libérer que les écoles, si elles veulent attirer peut-être plus de filles, c'est d'être dans la réalité de la construction des personnes en mixant les matières et pas que des sciences dures. Voilà, je dirais que pour moi, il faudrait adresser ce point-là sur les programmes à la CDFI. C'est vrai que c'est d'ailleurs une question aussi dans le cadre des études de médecine, puisque c'est une pratique qui est basée sur de la science, clairement, qui est evidence-based, mais qui n'est pas, qui est une pratique qui doit être infusée par les humanités. C'est vrai qu'on rejoint un certain nombre des problématiques. On a une autre question aussi sur la place des CP, enfin en tout cas dans les classes préparatoires aux grandes écoles, effectivement, une promotion de la loi du plus fort, un petit peu pour, comme ce que soulignait Elodie sur son parcours où c'était gladiateur tous les jours, ce qui est réjouissant au quotidien, j'imagine, beaucoup, et qui ferait fuir les femmes qui sont peut-être moins habituées à la compétition. Et est-ce que c'est pas un niveau, la classe préparatoire, où il faudrait aussi agir, et je crois qu'Isabelle a un regard là-dessus, sur la compétition, mais après, Elodie certainement aussi. Alors, les femmes n'ont pas de problème avec la compétition. Il n'y a qu'à voir en veto. C'est ultra compétitif. Les femmes sont ultra majoritaires. Le problème, c'est est-ce qu'on a l'impression qu'on va gagner. Si on n'a pas l'impression qu'on va gagner, on n'aime pas la compétition. La compétition, c'est fun quand on pense qu'on a des chances de gagner. Et en fait, le problème, ce n'est pas la compétition, c'est la légitimité. Et effectivement, les CPGE ultra compétitives, avec un sous-texte de c'est un monde d'hommes, c'est des classes de mecs, c'est des maths, donc c'est pour les mecs, et avec effectivement une mise en scène de la loi du plus fort. Enfin, on a entendu parler des profs de maths qui se targuaient de faire pleurer les filles pendant l'école orale ou des choses comme ça. Formidable. Formidable, hein. Et alors en plus, ils accusent les filles de les culpabiliser en pleurant et que ce serait une arme pour les faire se rendre mal à l'aise. Mon Dieu. Moi aussi, j'adore. Bref. Donc en fait, effectivement, les CPGE, pour les filles, c'est problématique. Il y a des tas de biais pour l'entrée et la sortie de CPGE. Il y a un livre qui a été fait qui s'appelle, de mémoire, Femmes et sciences, une équation impossible ou quelque chose comme ça, qui analysait les appréciations en CPGE, et on voyait qu'une appréciation de garçon et une appréciation de fille, c'était pas du tout la même chose. Outre le grand problème pendant longtemps des CPGE qui n'avaient pas d'internat, pour les internats étaient non mixtes, il n'y en avait pas pour les filles, ou quand il y en avait pour les filles, ils n'étaient pas sur place. Dans une CPGE, on m'a raconté que les garçons... Pardon Isabelle, oui. Je voudrais juste rebondir sur ce point d'internat, ça me semble être un point un peu clé. Souvent quand on dit ça, on a l'impression que c'est une époque fort lointaine et que voilà. C'était le cas quand moi j'étais en prépa. Alors d'accord, mon diplôme d'ingénieur il a 20 ans, mais bon, voilà quoi. Alors c'est encore moins lointain que ça, et il y a encore et puis il y avait des prépas qui calculaient que puisqu'il n'y avait pas d'internat sur place pour les filles, elles ne tiendraient pas le coup. Donc on ne recrutait que les Uber excellentes du top du haut, parce que sinon, comme elles auraient les trajets à faire, elles ne tiendraient pas le coup. Et enfin, des fois c'est la disposition même qui n'aide pas, c'est-à-dire les garçons sont logés au même endroit que les salles de travail, et les filles sont logées dans l'aile en face. Et dans l'aile en face, il y a un couvre-feu à 22h. Donc les filles viennent travailler avec les garçons, ça en soi c'est plutôt sympa et c'est pas un problème. Et ensuite, avec leur lampe de poche, elles retraversaient la cour et les garçons regardaient défiler les filles dans la cour. Tout ça, ce sont des mises en scène qui expliquent aux filles qu'elles ne sont pas à leur place, qu'elles sont illégitimes, qu'elles sont en quelque sorte sans arrêt en train de devoir prouver qu'elles sont bien là où elles doivent être. Et c'est là que la compétition pose problème. C'est quand vous devez vous battre et qu'en plus, il n'y a pas que votre compétence en jeu, mais le fait que vous devez sans arrêt justifier pour vous et pour les autres que vous avez raison de vous battre avec les autres et que vous n'êtes pas en train de prendre la place d'un garçon qui serait meilleur que vous. Du coup, je voudrais qu'on passe, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure, et je voudrais qu'on passe à la question des solutions. Donc du coup, mesdames, maintenant, on fait quoi? On commence par quoi? Comment on fait pour que l'effet Mathilda, sur lequel Elodie va intervenir, ne soit plus qu'une mauvaise surprise? Comment Fatima va faire encore plus avec Femmes Ingénieures? Et puis comment on change tout ça?
Donc, Élodie, peut-être sur l'effet Mathilda, si tu veux bien expliciter un petit peu ce que c'est, et puis peut-être expliquer comment on fait pour lutter contre. Alors, l'effet Mathilda, c'est en gros que les femmes n'aient pas crédit pour des travaux faits. Donc, généralement, il va y avoir des travaux scientifiques qui vont être faits et des hommes vont avoir le crédit pour ces travaux. Et donc, moi, ce qui m'est arrivé, en gros, en postdoc, donc au bout de 5 ans de travail acharné, j'ai réussi à avoir enfin des résultats pour avoir un article. Donc, un article en 3 ans, en 5 ans, c'est pas énorme. Mais c'était du travail sur animal, etc. Donc, en gros, je jouais ma carrière avec cet article, hein, soyons très, très clairs. C'était en gros soit un bel article et du coup, je pouvais continuer, soit c'était un article un peu pourri et ma carrière était pareille. Et du coup, je me suis retrouvée au moment où c'était fini à avoir mon étudiant en thèse. Donc, l'étudiant que j'avais formé, qui avait travaillé avec moi tout le long sur mon projet, hein, soyons très, très clairs, qui d'un coup considérait qu'en fait, il avait plus de mérite que moi, il avait plus travaillé que moi sur ce projet. Et donc, en fait, donc toujours cette histoire de nom, d'auteur, etc., il méritait d'avoir son nom en premier. Alors, en euros, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met une petite étoile derrière le nom, et ça veut dire qu'on a travaillé autant. Sauf que la plupart du temps, cette étoile, elle n'est pas forcément vue sur les plateformes et surtout, l'article a le nom du premier auteur. Donc, en gros, on perd complètement une visibilité. Et puis, on sait très bien que même si ouvertement, c'est censé être la même chose, en vrai, ça ne l'est pas. Et donc là, cet étudiant m'annonce, me dit, je vais demander au chef. Et le lendemain, il va demander au chef et le chef lui accorde. Et la raison pour laquelle il a accordé au chef, c'est parce qu'il a eu le courage de venir demander. Et donc là, je me suis retrouvée à me dire, ok, donc j'ai bossé 5 ans sur un projet, lui, je l'ai formé là-dessus, donc en gros, j'aurais pas été là, il ne saurait pas faire tout ça. Et maintenant, il est venu demander au chef de tout simplement me faire passer en second. Et le chef, ça lui a posé aucun souci. Donc, il lui a accordé sans discussion. Et le pire, c'est quand moi, derrière, j'essaie de lui dire, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Tu es vraiment en train de donner un mauvais exemple au labo. Parce que ça veut dire qu'en gros, ça peut être la grosse compétition à partir de n'importe quand. Ça ne lui a pas posé non plus de problème. Et donc, ça fait 3 ans que je suis partie de la science et voir encore cet article avec le nom de mon étudiant, ça me fait encore mal quand je vois. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ouais, c'est parce que c'était un projet difficile, c'est un projet qui a duré longtemps, j'en suis fière. Et ne pas voir mon nom en premier, c'est vraiment, c'est vraiment une blessure assez profonde. Cela dit, quand je parlais de gladiateur tout à l'heure, en fait, c'est effectivement, comme le dit Isabelle, c'est pas forcément la compétition qui fait peur, mais c'est partir perdant en fait. Donc soit parce que dans sa tête, on se dit c'est pas fait pour moi, soit parce qu'en vrai, malgré tout ce qu'on va faire, on part en gros en gladiateur dans l'arène avec un couteau en plastique, quoi. Là où en face, on se retrouve avec des gars qui ont des armes bien plus costauds. Donc c'est vrai que voilà, que ce soit vraiment nous qui nous mettions des murs ou qu'on parte avec un couteau en plastique dans l'arène, au final c'est compliqué. Là où moi souvent en fait un conseil concret que je donne aux jeunes scientifiques, et que ce soit d'ailleurs des hommes ou des femmes pour le coup, c'est de leur dire pour éviter ce genre de truc, il faut quand on part sur une étude se mettre d'accord sur qui va avoir quoi comme crédit en fait. Et ça peut être dur parce que parfois, il y a des gens qui vont arriver en plein milieu et qui vont venir nous aider, etc. Mais d'une façon générale, je trouve que définir qui aura crédit de quoi, quel sera l'ordre, si jamais il y a un ordre, parce que ce n'est pas dans tous les domaines qu'il y a des ordres d'auteurs, etc. En fait, c'est le meilleur moyen d'être un peu plus tranquille à l'arrivée et de se retrouver moins à batailler en surprise, alors qu'au final, on pensait que ça se passerait bien. Et pour la petite histoire, du coup, on a fini 4 co-auteurs. Donc normalement c'est 2, 4 c'est vraiment nul, et surtout que du coup 2 autres personnes sont venues ajouter leur data à l'article, qui a fait que l'article n'avait plus ni queue ni tête. Donc du coup, au lieu de publier dans un journal bien, on a publié dans un journal moins bien avec 4 co-auteurs. Donc c'était génial. Voilà, c'est juste. Comme quoi, parfois éviter de prendre des décisions et de trancher nuit complètement
au point. Ouais, et puis Oui. parfois, c'est même pas prendre une décision, c'est en fait y réfléchir en avance et être trop bisounours, c'est-à-dire se dire non, mais ça va aller, je vois même pas pourquoi je pose cette question. Et parfois, en thèse, ça a failli m'arriver aussi parce qu'en fait, je suis clairement trop bisounours dans la vie. Il y a un étudiant qui est venu et ma chef voulait le mettre pour le coup juste en co-auteur, donc en deuxième avec l'étoile, et sachant qu'il était venu, il avait bossé 2 mois sur un projet d'un an et demi. Et là, j'ai eu de la chance, un des co-auteurs a clairement fait un gros drame pour qu'il ne soit pas là-dedans. Mais je pense que c'est un peu en mode bisounours, on se dit que tout va aller bien et on ne vérifie pas ça et parfois on n'est pas conscient. Des fois on se dit que ça va aller, d'autres fois on n'est juste pas conscient de ça. Et je pense qu'il faut parfois avoir des discussions qui sont pas faciles au début. Mais vaut mieux avoir ces discussions pas faciles et se mettre d'accord et faire en sorte que tout se passe bien, plutôt qu'avoir une mauvaise surprise à la fin et au final se retrouver complètement coincé avec une mauvaise surprise qui peut parfois vraiment être délétère pour sa carrière. Fatima, sur les solutions et sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, du coup, Oui. tu préconises quoi? Alors, je rebondis sur le propos d'Élodie. Je trouve que c'est super, c'est de ne pas faire sa fille, entre guillemets, ce que je dis parfois. C'est avoir conscience qu'on a souvent pensé que oh ben, je suis très compétente, on va venir me chercher. Non, on ne vient pas te chercher. J'ai un exemple, une personne qui est postulée sur un job, un homme et une femme. Et finalement, c'est l'homme qui a eu le job. Et en fait, quand elle est allée demander, mais pourquoi c'était moi la meilleure? Et il a dit, ouais, mais lui, il m'a harcelé pendant des jours. La femme, en fait, elle bossait, donc elle se dit, je ne vais pas perdre mon temps à faire du lobbying, à aller appeler 15 fois les personnes, etc. Alors que l'homme l'avait fait. Et finalement, on va dire, bah, lui, il était tellement démené que finalement, je lui ai donné. Mais la femme, elle était en train de bosser, donc peut-être ça avait beaucoup plus de valeur ce qu'elle faisait. Donc en fait, c'est de prendre effectivement, de ne pas être naïf et être juste. On n'est pas dans une guerre, mais de prendre conscience de son environnement et de la façon dont ça fonctionne. C'est pour ça que c'est très intéressant d'échanger en sororité. Parce que parfois, on n'y pense pas, parce qu'on ne voit pas, on n'a pas le même prisme. On pense que ben, c'est normal, je bosse, j'aurai la reconnaissance. Ben, si tu ne vas pas demander d'augmentation de salaire, peut-être que tu ne l'auras pas. Parce qu'on va te dire, mais toi, tu ne m'as jamais demandé et lui m'a demandé. Donc, donc, je dirais que c'est important de mettre en place des actions concrètes et s'appuyer sur des autres aussi pour avoir des exemples. Moi, je dirais qu'il y a la visibilité qu'on va continuer, c'est-à-dire toujours et encore montrer que les femmes sont là, ce sont elles qui fabriquent ci, qu'elles ont un avis sur ça. C'est de travailler encore fortement pour qu'on soit visible partout dans les médias, dans la publicité, dans les je dirais, quelle que soit l'opportunité, dans les conférences, jamais sans elles, c'est fondamental. Pas de femmes, pas de conférences, point barre, on arrête là. Voilà, c'est des choses comme ça, continuer. En parallèle, les décisions. Je pense que nous, on pense chez Femmes Ingénieurs, on travaille énormément pour la place des femmes dans les conseils d'administration grâce à la loi Copé-Zimmermann. Maintenant, il faut aller plus loin. C'est dans les conseils d'administration. J'imagine, je ne connais pas la recherche publique, mais j'imagine qu'il doit y avoir, et on peut le faire, imposer qu'il y ait des femmes dans les comités de sélection de ci. Que vraiment on soit, ça ne veut pas dire que les femmes vont être plus sympas ou qu'elles vont avoir un regard particulier sur les femmes, mais au moins, on assure l'égalité, parce que l'égalité, c'est le progrès, c'est fondamental. Donc, les places dans les décisions, qui peut le faire? Ce sont la loi, parce que ce n'est pas nous, associations. D'où le travail important que font les ministères, les pouvoirs publics avec les associations pour faire avancer les choses. Et je vous ai parlé tout à l'heure des bonnes pratiques du ministère de l'Industrie. Et voilà, donc c'est continuer à promouvoir les filles. Et c'est très important. Nous, on a pris conscience qu'on amenait les filles dans les écoles parce qu'elles étaient convaincues que c'était bien, ok, je veux bien y aller. Mais si les écoles et les universités ne font pas leur part importante de travail, qui est comme dans l'entreprise, les biais sexistes, non, on n'est pas d'accord, on ne peut pas dire ça dans un amphi, etc., d'être strict à l'école, on va les perdre comme on les perd aujourd'hui. Après, elles commencent à partir et puis dans l'entreprise. Donc, de bout en bout, continuer le travail à l'école. Plus jeune, Isabelle, certainement, moi je suis convaincue qu'il faut aller à l'école primaire aussi, mais école, lycée, collège, les écoles ingé,
il faut vraiment qu'elles fassent d'ingé, excusez-moi, mais également d'université, un gros travail, tout comme dans l'entreprise. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Et ensuite, dans l'entreprise. Donc, les solutions, il y en a. On ne va pas réinventer des choses. Il y a énormément de solutions sur la table. Certains les mettent en œuvre et peut-être qu'il faut incentiver, excusez-moi du mot, il faut récompenser ou bien pénaliser par des impôts ceux qui ne font pas. Voilà. Peut-être que dire que si vous n'avez pas la charte, et les écoles n'auront pas de subvention si elles ne font pas ça. Je pense qu'on peut le faire par la loi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des solutions. Je suis intéressant. Isabelle, si on vous donne une baguette magique, on fait quoi? Oh, tentez-moi. Alors, dans un premier temps, je suis entièrement d'accord. Je lis ce qu'il y a sur le chat. Revendiquer son travail, prendre sa place, garder sa légitimité. Absolument. Mettre des femmes dans les comités de sélection, oui, non pas parce qu'elles vont être plus pas pareilles, mais c'est parce qu'à partir du moment où le comité de sélection est mixte, tout le comité se met à réfléchir différemment et ça évite. Ah, celle-là, elle a un beau dossier, en plus elle a un beau cul. Parce que ouais, ça se dit encore dans les comités de sélection non mixtes. Et il y a des mecs que ça choque, et c'est pour ça qu'on le sait, parce qu'il y a des mecs que ça choque. Donc ouais, il faut faire ça. Mais comme c'est des mesures qui restent à un niveau assez individuel, elles n'ont pas le pouvoir de transformation qu'on aimerait. Par exemple, les femmes qui disent « j'en ai ras-le-bol de faire des comités de sélection ». Parce que, par exemple, en informatique, on n'est pas beaucoup. Et comme on veut mettre une femme, et d'ailleurs c'est la loi d'en mettre, eh ben, au moment du recrutement, on fait tous les comités de sélection, on n'en peut plus. Et quand est-ce qu'on fait notre boulot? Ben, c'est parce qu'en fait, on s'est dit qu'en mettant des femmes dans les comités de sélection, on permettrait plus de mixité et une meilleure représentation des femmes. Mais comme en amont, on n'a fait aucun progrès, on n'a eu aucune volonté de travailler vraiment à augmenter ce recrutement, en fait, ça stagne. Elles sont toujours ultra surchargées. Sur la question, par exemple, des salaires, on a beaucoup dit, les femmes négocient moins bien leur salaire, c'est pour ça qu'elles sont moins payées. Premièrement, si c'est vrai, pourquoi on se contente encore d'un système de récompense salariale dont on sait qu'il va discriminer la moitié de la population? À part dans les métiers où savoir se vendre est une compétence intrinsèque du métier, pourquoi on tolère, on fait perdurer et on maintient un système de récompense qui fonctionne sur la compétence qui n'est pas, par exemple, celle dont on a réellement besoin, comme de la compétence technique. C'est-à-dire, on dit aux femmes, vous avez moins parce que vous vous débrouillez mal, mais elles se débrouillent mal sur une compétence qui n'est pas celle de leur travail. Mais on laisse quand même perdurer le système. Donc après, on fait du coaching pour les femmes pour qu'elles sachent mieux négocier leur salaire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne change rien. Je veux dire qu'on a eu 2 études, une en Australie et une dans l'ouest de la France. Donc vous voyez, on est quand même sur 2 territoires complètement différents, qui montrent que les femmes demandent autant, vont demander, et ont les mêmes réticences à demander ou à ne pas demander que les hommes. Mais par contre, dans les yeux des employeurs, il y a un peu de « oui, mais pour qui elle se prend de demander autant ?» et que ces employeurs soient des hommes ou des femmes. Donc actuellement, on est arrivé au stade où les femmes négocient pareil, mais les employeurs pensent qu'elles valent moins. Donc en fait, toutes ces mesures qui font reposer sur les épaules des femmes la responsabilité de leur discrimination ont une portée limitées. Certes, elles vont favoriser et avantager des femmes dans un système qui les désavantage. Et comme dit très justement Fatima, il faut arrêter de faire sa fille. C'est-à-dire quand on met en œuvre des stratégies perdantes, il faut, parce qu'on a été socialisé à les mettre en œuvre, il faut laisser tomber. Par contre, il faut attaquer directement les institutions et les entreprises en les interpellant avec ce genre de questions. Pourquoi vous vous accommodez d'un système de promotion que vous savez est discriminant? Pourquoi vous vous accommodez d'une façon de distinguer les personnes individuelles alors que vous savez que votre technique n'est pas forcément la bonne? Pourquoi vous donnez une prime à celui qui vous a harcelé en le recrutant? Est-ce que ça va en faire un meilleur employé? Est-ce que c'est à ça que vous le distinguez? Les cours de management dont on parlait tout à l'heure, alors ouais, en université c'est complètement fondamental, c'est pas parce qu'on a un doctorat qu'on a la science infuse du management, aucun rapport. Et en entreprise, il faut réinterroger, c'est quelque chose qui date finalement d'un espèce de vieux management
qui a eu le vent en poupe à une époque où il fallait avoir des dents qui rayaient le parquet et qui disait si tu veux vraiment le poste, tu me harcèles. Non, ça, alors on parlait tout à l'heure, loi du plus fort. Oui, c'est plus ce genre de management et ce genre d'entreprise, a priori qu'on veut. Il faut se débarrasser de ces vieilles habitudes. Super. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mais j'avais une baguette magique, hein, je vous rappelle. C'est pour ça. Merci beaucoup à toutes les trois. Moi, je vais faire quand même le lien. On a voulu aborder ce sujet dans le cadre de la préparation du bootcamp du Willa Boost pour les femmes de la Deep Tech qui vous concerne si vous êtes une femme ou une équipe mixte, scientifique ou ingénieur qui porte un projet dans ce domaine. Donc, ça aura lieu fin novembre. Parce qu'on observe que les biais qui agissent dans les carrières scientifiques des femmes, on les retrouve dans l'entrepreneuriat. Et qu'effectivement, une des choses qui nous tient à cœur dans le cadre de ce bootcamp, c'est de créer cette sororité, cet espace d'échange qui avait été salué dans la première promotion, aussi bien entre les start-upeuses qu'ensuite entre les start-upeuses et les membres du jury, qui sont revenus, donc c'est vous dire qu'on les a bien traités. Mais en tout cas, d'avoir cette opportunité d'échange pour aborder les choses ensemble et effectivement donner cette dimension très collective que vous avez tout à un moment donné, souligné. Donc voilà, donc merci beaucoup à toutes les participantes et les participants. Là, on est un peu en train d'être sur la fin puisqu'il est 19h, mais on avait 77 inscrits sur ce bootcamp et on a eu 35 participants. Donc on est très content, on vous remercie beaucoup. Sarah vient de remettre le lien vers l'appel à projet et l'appel à candidature. N'hésitez pas, contactez-nous et puis on reste évidemment à votre disposition. Merci mesdames. Merci. Merci jury, Sarah. Merci. Au revoir. Très bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.